Salut les barbus, c'est Marco de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto, unboxing dans l'univers du jeu et de la figurine. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Pipou Salut les barbus. et on va vous présenter aujourd'hui les statistiques et le fleuve de l'équipe la confrérie des mutants. Tout à fait, la confrérie des mutants, initialement appelée confrérie des mauvais mutants, c'est une équipe, c'est la principale équipe antagoniste des X-Men. Ils sont apparus très rapidement après la création de ce comics, puisqu'ils sont arrivés dans le numéro 4 de Uncanny X-Men. Initialement dirigé par Magneto, avec la sorcière rouge, Quicksilver, le crapaud et le cerveau. Elle a connu dans les années 70 une deuxième incarnation qui était cette fois dirigée par Mystique, avec à nouveau le crapaud, mais également le colosse, Pyro, Avalanche et Destiny. Donc on va peut-être commencer par le premier d'entre eux, et The Man Himself, par Magneto. Magneto, qui est un vilain iconique et sans doute l'un des vilains favoris de chez Marvel. Il est apparu, lui, dès le numéro 1 des Uncanny X-Men, comme étant l'adversaire du professeur Xavier. Et c'est vrai que sa première apparition, Magneto était un vilain assez classique. Donc, comme les X-Men, c'est un mutant, mais lui croit en la supériorité des mutants par rapport à l'espèce humaine. Il se nomme lui-même Homo supérieur et va chercher à dominer la race humaine parce que étant lui-même supérieur. Ce personnage va connaître vraiment une nouvelle vie, une meilleure définition, une plus grosse profondeur dans les années 70. C'est à l'époque des nouveaux X-Men, sous le run de Chris Claremont, qui va donner une histoire et qui va donner un objectif à Magneto beaucoup plus nuancé. Il est là pour défendre les droits des mutants, un petit peu comme Xavier. Il va suggérer, Chris Claremont va suggérer que Magneto est un rescapé de l'Holocauste, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va voir un petit peu dans le duo Charles Xavier et Magneto une image du combat de Malcolm X et de Martin Luther King pour les droits des Noirs aux États-Unis, et même d'une manière plus générale pour les droits civiques des opprimés. Magneto va même évoluer sous la plume de Chris Claremont. Il va même rejoindre les X-Men à une époque et même prendre la tête des X-Men à l'époque où Charles Xavier était parti conter fleurette à une princesse extraterrestre dans l'espace. Et il va même être à la tête des nouveaux mutants dans les années 90, avant de rebasculer du côté des vilains et d'être à nouveau l'antagoniste principal, ou en tout cas le vilain préféré des lecteurs. À noter des arcs qui peuvent être assez intéressants à lire. Il y a l'arc House of M aux alentours de 2005, dans lequel la sorcière rouge va créer une réalité, va remodeler la réalité pour mettre les mutants en avant, et un monde idyllique selon Magneto, et où Magneto va être le chef le chef du gouvernement mondial, avant que la sorcière rouge se rende compte qu'elle a été manipulée par Magneto et par son frère Pietro, et fasse disparaître quasiment tous les mutants de la surface de la Terre. Et puis plus récemment, en 2019, House of X, qui est un espèce de reboot des X-Men, où on va avoir à nouveau un Magneto qui va rejoindre Cyclope qui va rejoindre Wolverine dans son école Jean Grey pour les surdoués, et qui va être à nouveau un personnage qui va être entre le bon et le méchant, comme c'est à son habitude. Donc un des personnages sans doute les plus intéressants, les plus passionnants à étudier chez Marvel. Moi, j'aime beaucoup Magneto.
c'est un de mes personnages favoris. Et puis on peut parler aussi un peu de la série des films qui était arrivée dans les années 2000. Et quand ça arrivait, c'était une tuerie, quoi. Moi, la première trilogie des X-Men, j'ai ultra kiffé. Et je trouve que Magneto est super bien joué. Enfin, l'acteur, il est au top, cet acteur, déjà, à la Moi, base. j'ai adoré le duo Ian McKellen et Patrick Stewart, effectivement. Avec le professeur Xavier, ouais, bien évidemment. Et en fait, ce que j'aime bien là, c'est qu'on a un Magneto avec sa tenue à l'ancienne. C'est pas vraiment la tenue qu'ils lui ont donnée dans les films. Et j'aime beaucoup ce Magneto. Et puis, ouais, non. Pour moi, c'est un personnage emblématique des méchants de X-Men, quoi. Et je le trouve pas si méchant que ça, en vrai. Parce qu'en vrai, ils sont... Enfin, à chaque fois, ils mettent des mecs du gouvernement qui les rejettent de ouf. Alors que il a pas vraiment tort quand il dit que les X-Men, c'est l'évolution, quoi. C'est l'humanité Il se bat vers ça, justement. Pour lutter contre une oppression dont lui et ses semblables sont victimes. Donc, en fait, c'est un Che Guevara des X-Men, quoi. Tout à fait. Mais non, sans trêve de plaisanterie, mais pour moi, je trouve que leur combat, c'est quand même légitime. Après, t'as Charles Xavier qui se bat de manière plus politique, et lui qui se dit, bon, ben, les gars, vous me prenez pour un idiot, moi, il n'y a pas de souci, je vous montre que je suis puissant, quoi. Et bon, voilà. Mais en tout cas, à la base, c'est parce qu'il est rejeté, quoi. C'est ça. C'est tout à fait le diptyque Malcolm X qui choisit la violence contre Martin Luther King qui choisit la voie pacifique. On retrouve tout à fait cette ambiguïté entre les deux personnages mutants. Du coup, je propose qu'on passe à la carte de personnage et on va commencer donc par sa capacité de commandement. Je vais quand même faire un petit rapide aperçu des caractéristiques. Donc on a un Magneto avec 6 points de vie sur une face et 8 sur une autre face, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, il est assez cher parce qu'il coûte 6, donc c'est quand même un personnage qui va prendre de la ressource. Mais on va voir que dans les personnages actuels des X-Men, bah, ça peut quand même se jouer sur des petites compositions. Et on va dire ses stats sont moyennes, excepté la défense mystique, où là, en fait, il est à 6, qui est beaucoup plus élevé que... Je crois que c'est la plus élevée de défense mystique du jeu, actuellement. Donc, on a affaire à deux attaques, que je parlerai tout à l'heure, et donc la capacité de commandement. Lorsqu'un élément de terrain est détruit, après la résolution de l'effet, choisissez un nombre de personnages alliés égal ou inférieur à la taille de l'élément de terrain. Chaque personnage choisi gagne un pouvoir. Un personnage ne peut gagner que un pouvoir par tour grâce à cette compétence de commandement. Donc en fait là on a un Magneto à la base, enfin je tease un peu sur l'effet d'après, mais en gros Magneto est à jouer avec les éléments de terrain. Il va foutre le bordel de partout, il va en détruire, ça va devenir ses copains, ça va devenir ses trucs de distance. En gros c'est si vous aimez jouer full lancé, ben là vous allez kiffer, il est fait pour. Et donc, ce qui est excellent, c'est que à chaque fois qu'on va détruire un élément de terrain, on va pouvoir donner un pouvoir à son personnage. Donc, si on se débrouille assez bien, on peut dire que chaque personnage de l'équipe va pouvoir récupérer un pouvoir quoi qu'il arrive, par tour, en plus de son pouvoir classique. Bon, et ça demande un petit peu de placement, mais je pense que c'est pas négligeable, en sachant que si on envoie un lampadaire, ça fait un pouvoir, une voiture, ça fait 2 pouvoirs. Et un Daily Buggles 3, donc ça peut aller très vite. Donc moi je trouve que cette capacité elle est plutôt pas mal, surtout qu'on va avoir affaire à un Magneto qui est assez gourmand, donc plus il a de pouvoir et mieux c'est quoi. Première attaque, portée 3, ce qui est bien, enfin je trouve que quand on dépasse la portée 2 pour les attaques gratuites, on est plutôt bien. Là on a 6 dés, ce qui est un peu plus que la moyenne. Après la résolution de cette attaque, il gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Et si le personnage ciblé se trouve à une distance 2 de ce personnage peut relancer n'importe quel nombre de ses dés d'attaque. Et s'il n'est pas à distance 2, on va pouvoir le déplacer d'une distance S. Donc ça c'est plutôt pas mal. Surtout si on le met au cac avec les autres, quoi. Après, on a une deuxième attaque, c'est rafale de débris.
Ça, c'est une attaque à effet de zone avec qui fait 6 dés et 5 points de pouvoir. 5 points de pouvoir, c'est assez cher. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut mesurer la portée à partir des constructs. Donc, je propose, avant d'expliquer ça, de passer au construct. En fait, il a une compétence qui s'appelle maître du magnétisme. Et à chaque fois, pendant la phase de pouvoir, s'il y a moins de 2 éléments de terrain de construct de métal en jeu, on place un construct de métal à 3 du personnage, donc à 3 de magnéto. C'est un élément de terrain interactif et il gagnera un pouvoir à chaque construct. Donc en gros, s'il n'a pas pété son construct du premier tour, à partir du deuxième tour, il va se faire 3 pouvoirs sur la phase de pouvoir, plus un pouvoir s'il détruit un truc à portée de lui. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc lui, il a besoin de pouvoir. Donc en gros, les constructs et ses constructs, ça lui permet en fait d'avoir une distance. En gros, il se déplace de S, donc il se déplace pas beaucoup. Par contre, il peut le mettre à 3 de distance. Donc en gros, il a une réglette de 3. Et là, vu la rafale de débris, il a une réglette supplémentaire de 3 avec le construct de métal. Lorsque vous mesurez la portée et la ligne de vue pour cette attaque, vous pouvez choisir de le faire depuis un construct de métal à distance 3 de ce personnage, plutôt que depuis ce personnage. Donc en gros, si on fait 3 plus 2, alors c'est pas tout à fait juste de dire que c'est un 5, parce que j'ai déjà fait le calcul avec les réglettes, et 3 et 2, ça fait pas une réglette de 5. Mais en tout cas, ça augmente la capacité de portée de cette attaque, et ça c'est quand même énorme, en sachant que sur cette attaque de zone, il peut toucher ses alliés. Donc le but, c'est justement de le faire des constructs de métal et de faire en sorte de ne pas toucher ses potes. Voilà. Par contre, une fois que l'attaque est faite par le construct, on le perd. Voilà, c'est le seul défaut de l'attaque, mais je pense que c'était obligé, parce que sinon c'était chaud. Après la résolution de cette attaque, le personnage ciblé reçoit la condition spéciale étourdi. Donc ça, c'est quoi qu'il arrive, de base, le personnage va être étourdi. Et étourdi, du coup, c'est si un effet entraîne que le personnage gagne plus de 1 pouvoir, il gagne 1 pouvoir à la place. Donc, pour 5, on est déjà sûr de lui mettre un effet quoi qu'il arrive. Et dernière chose, donc il a encore deux capacités, enfin 3 avec la capacité vol, mais je rentrerai pas dans les détails là-dessus. Attraction fatale. Donc ça, c'est énorme. Le personnage peut dépenser de 1 à 4 pouvoirs pour pouvoir en fait envoyer un élément de terrain interactif à distance 3. Et du coup, il l'envoie en fait à une distance L. Donc à 3 de lui, donc c'est déjà pas mal. Plus une distance de mouvement de L, c'est énorme. Et en gros, tu peux envoyer un camion avec ça. Donc ça coûte 4 pouvoirs et t'envoies un camion qui va faire automatiquement 5 esquives à la personne qui va se le recevoir sur la tête. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, tout à fait. C'est un personnage qui est excellent à jouer. Le fait de pouvoir, comme ça, utiliser les décors, et on sait que c'est une mécanique qui est très efficace dans le jeu. C'est un énorme avantage, d'autant qu'il est capable lui-même de générer ces éléments de décor. Donc, on a des pouvoirs qui se complètent extrêmement bien. Et des combinaisons qui sont vraiment très très bien, très très optimisées pour ce personnage. Oui, et en plus de ça, il peut le faire plusieurs fois par tour. Alors là, je voudrais rentrer sur un petit point de règle. Donc en fait, dans le jeu, on a le droit à faire 2 actions par personnage. Là, en fait, tous ces super pouvoirs à Nieto ne demandent pas d'action. Donc l'attraction fatale peut l'utiliser autant de fois qu'il veut pendant son activation. Il faut juste qu'il ait assez de points de pouvoir pour pouvoir le faire. En sachant qu'en plus, contrairement à d'autres super pouvoirs de super-héros, en ce qui concerne les lancers, lui, s'il paye 1 de plus supplémentaire, il peut réutiliser cette attraction fatale, alors qu'en général, ces trucs de lancer sont limités à 1 fois par tour. Donc là, c'est balèze de ouf. Donc ça veut dire que si on se débrouille bien, il peut envoyer 2 objets de taille moyenne, hein, ou alors c'est qu'on a accumulé pas mal de pouvoir sur lui, et derrière faire 2 attaques en plus. Donc c'est énorme. Enfin, pour moi, il est super puissant. Après, bon, il vaut
6, hein, donc c'est aussi le coût de l'investissement, on va dire. C'est ça. Il faut qu'il ait suffisamment de points de pouvoir pour activer ça suffisamment de fois. Mais c'est vrai que c'est balèze, c'est extrêmement balèze. Après, on a donc le dernier pouvoir, c'est un pouvoir réactif qui coûte 2, projection de force. Lorsque ce personnage est ciblé par une attaque ou doit effectuer un jet d'esquive, vous pouvez utiliser ce super pouvoir et il utilise sa défense mystique au lieu de sa défense normale, en fait la défense physique ou énergétique. Donc c'est plutôt pas mal parce que il a 6, donc si on veut bien le protéger ou qu'il revendique un pion d'objectif ou quoi, on peut lui laisser 2 pour pouvoir gérer ça. Alors maintenant je propose que on passe à Todd. Excusez-moi, c'est moi qui me suis un peu embrouillé. Tout à fait, Todd, le crapaud. Personnage dégoûtant s'il en est, et la figurine lui rend très bien hommage à cet égard. Todd est apparu dans Uncanny X-Men numéro 4, donc lorsque Magneto a regroupé sa première confrérie des mauvais mutants, et il a été représenté comme étant un personnage abject, sévile, et qui est le valet, le souffre-douleur de Magneto. Son caractère va être un petit peu développé. C'est un personnage qui souffre énormément d'un complexe d'infériorité important. Et d'ailleurs, dans ses histoires, il va avoir un petit crush sur Wanda, sur la sorcière rouge, qui va le rejeter tellement il est répugnant. Et la seule personne qui lui a montré de l'intérêt, c'est Magneto, et donc il a toujours obéi à Magneto parce que il se sentait un petit peu valorisé quand il était à ses côtés. On se demande pourquoi, comme on voit dans les premiers épisodes des X-Men, comment Magneto le traite comme vraiment son larbin. Il va être capturé avec Magneto par un extraterrestre, l'étranger, qui va les retenir tous les deux prisonniers. Et Magneto va parvenir à s'enfuir en laissant derrière lui Todd, le crapaud. Ce qui fait que ça va, à partir de ce moment-là, le crapaud va apporter un regard différent vis-à-vis de Magneto et va avoir un énorme ressentiment. Et donc il va quitter la confrérie de Magneto et s'éloigner de lui. On va retrouver le crapaud quelques années plus tard, en 75, lorsque va apparaître la seconde confrérie des mutants, des mauvais mutants, celle de Mystique, puisqu'il va en faire partie. Et puis, de manière beaucoup plus ponctuelle par la suite, jusqu'aux années 2015, dans l'arc Regenesis, où il va rejoindre l'école de Wolverine, l'école Jean Grey pour donc l'équivalent de l'école de Xavier, mais montée par Wolverine. Donc l'école Jean Grey pour je ne me souviens plus de son nom exactement. Bref, où il va servir de concierge dans cette école, et donc va être même s'il va pas être un X-Men actif, il va soutenir les X-Men dans leur action. Voilà. Et à noter aussi, puisque tu as parlé des premiers films X-Men, ceux de Bryan Singer, dans le premier X-Men, on a un crapaud qui était aussi que j'ai vraiment adoré dans ses mimiques et dans son comportement. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, je suis d'accord, il fait un peu moins dégueulasse que ce que tu l'as décrit un peu au départ de sa description. Moi, à la base, je suis pas fan de ce personnage, et je trouve qu'ils l'ont justement un peu mieux rendu dans les films, et notamment, je trouve qu'il a un peu plus la classe, malgré le fait que ce soit le crapaud, quoi. Là, sa tenue de base, ça fait bouffon, quoi, et c'est... Enfin bref. D'ailleurs, c'était un bouffon. Enfin, c'était un bouffon. C'était un bouffon initialement. Mais du coup, voilà, je trouve pas super joli. Par contre, en termes de jeu, il est excellent, et je propose qu'on en parle maintenant. Donc, du coup,
un personnage qui coûte 2, donc c'est un petit personnage de complément et qui permet justement d'avoir une affiliation assez facilement sans payer super cher. Donc ça c'est cool. 5 points de vie sur sa phase de base. Par contre, uniquement 3 points de vie sur sa phase blessée. Et ça c'est très très peu. Et on a affaire à un personnage agile qui va un peu casser les burnes à notre adversaire. Clairement. Et clairement, si on le protège, il peut vraiment être relou. Alors, on va dire, je vais commencer par ses attaques. Donc la première attaque, coup de langue, portée 3, 4D, on va dire. En gros, c'est pas le personnage qu'on va utiliser forcément pour faire mal en vrai. Parce que avec 4D, ça va être compliqué. Repousser, si la cible est de taille 2 ou moins, avant d'infliger les dégâts, on peut la repousser d'une distance S. Bon, après, il a crachat d'acide. On passe à 5D, mais une portée 2, donc c'est pas beaucoup. Surtout que j'aurais tendance à dire que ce personnage vaut mieux le jouer, mais pas trop près non plus de ses adversaires pour qu'il reste en vie, qu'il nous aide surtout pour les objectifs. Donc, après la résolution de cette attaque, du coup, le personnage a incinéré. Ça veut dire qu'il retire un de ses dés sur son jet de défense. Voilà, ça peut toujours être utile, mais franchement, je m'en servirais pas pour attaquer ce personnage. Donc là, on arrive à la particularité intéressante de ce personnage. Il peut utiliser une action avec son super pouvoir qui trouve garde. Choisissez un allié à 2 de ce personnage, déplacez un jeton item ou de civil de ce personnage, et c'est maintenant en fait Todd qui va pouvoir garder le jeton objectif. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va pouvoir aller chercher les objectifs avec des personnages balèzes, les mettre là qui tankent les mecs qui sont autour d'eux, et après derrière de se casser avec Todd et de mettre toujours un gars à distance entre Todd et le personnage qui tank en fait, pour que si les gars ils se rappliquent, bah Todd il s'est cassé en fait. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec sa compétence monte en l'air, c'est qu'en gros bah, on l'imagine bien avec le fluff en train de sauter de partout, aller sur les toits et puis la misère pour récupérer ton jeton objectif quoi. Donc lui s'il lui reste un peu de pouvoir, si t'as 4 pouvoirs en gros, tu peux récupérer en fait un objectif à portée 2, après tu peux le déplacer 2 fois, et tu peux le redéplacer de M avec 2 de tes pouvoirs. Non, tu peux le déplacer une fois, pardon, comme ça a coûté une action. Donc tu le prends à 2, donc il se fait 2 de distance, il se déplace de M, et après il se redéplace de M en dépensant 2. Donc en gros, on peut vraiment aller loin avec les jetons objectifs, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, c'est clair, il faut surtout pas oublier que bien que Crisis Protocol soit un jeu d'escarmouche, on gagne des points grâce au jeton d'objectif, et ce personnage est clairement construit pour ça, pour venir aller sécuriser, venir aller récupérer un jeton d'objectif et aller l'amener loin de l'équipe adverse. Donc je pense que pour 2 points, il peut être très efficace si on sait l'utiliser à bon escient. Bien sûr. Et donc pour la composition de ce personnage, je mettrai que des objectifs où je peux cumuler les jetons objectifs, que je suis pas limité à un jeton objectif. Comme ça, en fait, tu les récupères avec tes personnages, puis tu fais passer Todd derrière qui va les récupérer, et tu te casses. Et tu cherches même pas à comprendre, et ton but après, c'est de protéger Todd, et de faire en sorte de mettre des barrières, etc. Enfin, de vraiment contrer tout ce qui pourrait arriver derrière. Et notamment, si tu mets Todd et Magneto, bah, avec les constructs de métal qui peuvent exploser à distance et compagnie, logiquement, tu peux te débrouiller pour que Todd il soit en sécurité. Et si au moment où il se casse, il se prend une attaque et que tu lui as réservé 2 pouvoirs, et ben en fait, il va pouvoir, s'il est pas mort, et je souhaite que ce soit le cas, mais il va pouvoir en gros se redéplacer d'une distance M. Donc le personnage, il est là vraiment pour faire ça et de se casser. Et la dernière particularité, c'est que lui, en fait, il peut interagir avec les jetons d'objectif à distance 2. Donc du coup, pour des personnages de CAC comme Valkyrie ou ce genre de personnage, et ben si tu te débrouilles bien, il y a moyen que tu revendiques un truc en bonne santé sans te prendre une claque de Valkyrie, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc sympathique Todd, pas là pour l'attaque, mais là pour et l'affiliation et le fait qu'il puisse interagir avec les objectifs beaucoup plus facilement que les autres. Je propose qu'on discute un peu rapidement des deux figurines qu'il y a dans ce pack. Bah moi en tout cas, Magneto, il est magnifique. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Magneto est vraiment magnifique. On voit toute la grandeur du personnage, et sachant qu'il est livré en plus avec
les 2 constructs de métal qui permettent également de le mettre en valeur, même ne serait-ce que dans une vitrine. Donc vraiment. Et dans le construct de métal, tu as une porte de bagnole, tu peux très bien la personnaliser. Moi j'ai vu sur Astro, il a fait un truc où il a écrit NYPD dessus et c'est juste magnifique. Il y a grave moyen de faire des trucs et de bien s'amuser. Après la figurine de Todd, elle est sympa, mais j'aime pas en fait le costume qu'il a. C'est juste. C'est mon point de vue personnel. Moi c'est ce qui me fait craquer. Moi j'aime bien les trucs très classiques et donc du coup là c'est le costume de la BD, donc forcément de la BD, c'est son costume même de ses premières apparitions dans la BD à l'époque où il était dans la première confrérie des mauvais mutants. Et après sinon il est sympa. Mais bon voilà, je préfère Magneto dans les deux, ça c'est carré net. Alors, je peux comprendre. En termes de cartes, du coup, on a la première mission, je crois, ou une des rares missions à 14. Et je crois que tu avais quelque chose à nous dire par rapport à cette carte. Oui, en fait, ça fait référence à... alors, c'est plutôt un arc avec Mystique, mais ça fait référence à la tentative d'assassinat du sénateur Kelly, qui était un homme politique opposant aux X-Men et aux mutants. Et donc cette tentative d'assassinat, c'est l'événement qui est à la base de l'arc Day of the Future Past, qui a d'ailleurs été adapté en film il y a de ça quelques années maintenant. Et donc il y a toujours ces références à des arcs particuliers, et ça c'est toujours plaisant. Moi je trouve que cette mission elle peut être intéressante à jouer, peut-être avec d'autres compositions, mais 14 ça peut être joué aussi en confrérie. Mais bon voilà, moi je trouve que c'est sympa de pouvoir avoir cette carte à 14. Alors après, la première carte du pack, c'est Astéroïde M. Donc là on a 2 personnages de la confrérie des mutants peuvent dépenser 2 pouvoirs chacun pour jouer cette carte. Placer un des 2 personnages ne détenant pas de jeton objectif à un de l'autre personnage. Bah ça c'est bien, soit pour rappliquer un mec rapidement sur le jeton d'objectif, soit à l'inverse, je prends l'exemple, tu laisses Magneto en arrière, t'envoies Dent de Sabre devant avec Mystique devant, et en fait t'envoies Todd récupérer les trucs, et après Todd et Magneto ils utilisent ça, et tu récupères Todd à côté de Magneto. Et je pense qu'il y a moyen de faire une bonne stratégie avec ce genre de truc. Moi je l'utiliserai pas pour aller les chercher, mais je l'utiliserai plutôt pour me ramener Todd beaucoup plus rapidement et en utilisant moins de pouvoirs, parce qu'en gros, un pouvoir chacun, alors que lui, c'est 2 pouvoirs pour qu'il se déplace à chaque fois. Après, nous avons la carte OIS, donc du coup, c'est la même chose que l'ancienne carte qu'on avait dans le pack de base, avec juste la tête de Todd et l'autre super-héros. Je ne le connais pas, donc peut-être que tu vas pouvoir me dire qui c'est. C'est le Colosse, le Blob, qui fait partie de la confrérie de Mystique. Et il dispose d'une force supérieure et surtout, donc, compte tenu de son poids, il est inamovible. Une fois qu'il a les pieds posés par terre, il est impossible de lui faire bouger. Et pas très beau, je trouve. Ah non, mais de toute façon, les membres de la confrérie des mauvais mutants sont rarement beaux. Ouais, mais pour les mecs qui sont un peu balèzes, je préfère Juggernaut, mais 20 fois. Mais bon, on verra, je le connais pas, donc je me laisserai surprendre. À notre niveau. Mais c'est vrai que ça fait partie des personnages un peu grotesques, je suis d'accord. Ouais, il est... Enfin bref, on verra. En plus, ça lui fait un peu, tu sais, comme les brassards là, du génie d'Aladin, là. On dirait, tu sais, Jafar quand il est en mode génie. Enfin bref. Alors, donc maintenant on a affaire à Magneto, donc une carte pour lui, broyage magnétique. Cette carte est trop bien, cette carte est magnifique. Donc c'est une attaque à portée 4 avec 6 dés, qui coûte 0 pouvoir. Donc ça c'est top. Magneto peut dépenser 5 pouvoirs pour jouer cette carte. Il peut utiliser l'attaque listée ci-dessous une fois pendant cette activation. Lorsque vous créez votre réserve de dés pour cette attaque, vous pouvez détruire n'importe quel nombre d'éléments de terrain de taille 3 et à portée 2 du personnage ciblé. Si vous le faites, ajoutez un nombre de dés égal à la somme de tous les éléments de terrain détruits.
Rappelons qu'on peut en fait mettre les éléments, quand tu places les éléments de terrain, ils sont forcément à distance 2 des uns des autres. Mais si tu as bien géré, tu peux genre mettre une place où il y a un Daily Buggles, etc. Enfin, tiens, un truc tout autour. Je vois bien un rond-point avec une statue, machin. Là, je prends un exemple, un personnage comme Hulk qui se ramène au milieu de tout ça. Et là, bah, bam, tu fracasses tout, quoi. Et Hulk, avec ça, bah, tu peux quasi one-shot, je pense. Tous les dés des éléments de terrain. Un Daily Buggles, ça lui ferait 3 dés de plus. Il y a 2 Daily Buggles, on a 6 dés, des lampadaires et tout ce que tu veux. Il a ses constructs de métaux, mais ça peut faire mal, mais de ouf, quoi. Et à portée 4, c'est vraiment long. Moi, je pense que si t'as Magneto dans ton équipe, cette carte, t'es obligé de l'avoir. Déjà, rien que pour faire flipper un peu l'adversaire. Et en plus, moi, je pense qu'on peut one-shot certains gars, quoi, qui nous saoulent, bam, hop. Et en plus de ça, toutes les autres personnages qui seront à portée 2 de la cible, ils subissent. Donc ça en plus, ça permet à ton adversaire de pas coller tout le monde. Après, la dernière carte du pack, c'est Réfraction magnétique. Magneto peut dépenser 2 pouvoirs pour jouer cette carte. Magneto bénéficie d'un couvert sur round-ci. Les personnages alliés bénéficient d'un couvert lorsqu'ils se trouvent à 3 de Magneto. Si votre escouade utilise l'action Confrérie des Mutants, lors de la phase de nettoyage, replacez cette carte parmi vos cartes tactiques réutilisables. C'est une des rares cartes qui permet de la réutiliser tous les tours, quoi, à l'infini. C'est la seule à ma connaissance d'ailleurs. Bah oui, j'ai émis un doute parce qu'il y a toujours des nouvelles cartes et je me dis peut-être que j'ai oublié un petit détail, mais en tout cas pour moi, pour le moment, c'est la seule qu'on peut faire, qu'on peut réutiliser à l'infini. Enfin à l'infini, à 5 tours, parce qu'il y a 5 tours, donc 5 fois. Et si on joue Confrérie des Mutants, du coup ça permet tout le temps que Magneto donne un couvert en plus de sa capacité de commandement au final. Bon, par contre, ça te coûte 2 tous les tours. Et comme Magneto, il coûte quand même plutôt cher en termes de... Enfin, pour qu'il soit vraiment balèze, il faut avoir une bonne réserve de pouvoir. Du coup, à voir si on peut la jouer tous les tours ou pas. Mais en tout cas, pour moi, elle est essentielle. Si tu as un Magneto dans ton équipe, tu es quasi obligé d'avoir ces 2 cartes, quoi. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ces 2 premiers personnages ? Non, c'est vrai que le personnage de Magneto est à la fois très intéressant d'un point de vue tactique et aussi ses pouvoirs sont vraiment à l'image du personnage. Donc on imagine très bien la façon dont se manifestent ces pouvoirs magnétiques à travers le terrain. Donc c'est un truc que j'adore. Du coup, je propose qu'on passe au personnage de Mystique, que j'apprécie énormément. Je vais te laisser présenter ce personnage. Donc, tout à fait, Mystique est un personnage qui n'est pas apparu dans un premier temps parmi les X-Men, mais c'était dans Miss Marvel numéro 17, en juin 78, puisqu'il s'agissait d'une espionne polymorphe qui avait infiltré le Shield pour en voler des informations, et donc c'est Miss Marvel qui l'a contrecarré. Et ce numéro était aussi scénarisé par Chris Claremont, donc le scénariste des X-Men, et il l'a très vite intégré dans sa propre série, donc dans les X-Men, pour la mettre à la tête d'une nouvelle version de la confrérie des mutants. Donc ses origines ont toujours été troubles, toujours été réécrites, parce qu'à chaque fois qu'on croit savoir quelque chose sur Mystique, il s'avère que ça s'avère faux ou biaisé. En tout cas, on sait qu'elle a été espionne en Allemagne de l'Est, et c'est là où elle a eu un premier enfant avec le mutant Azrael, et cet enfant va être le mutant Diablo, puisque c'est la mère de Diablo, de Nightcrawler. Elle va aussi avoir une relation avec Dent de Sabre, elle va également avoir un enfant avec lui, et puis c'est également la mère adoptive de Malicia, de Rogue, qu'elle va élever avec sa compagne, puisque Mystique, même si c'était pas clairement dit dans les années 70, puisque c'était encore un petit peu tabou, mais donc Mystique a une relation homosexuelle
avec Destiny, qui est l'une des mutantes qui fait partie de sa confrérie. Et puis c'était aussi un personnage très important dans l'arc Day of Future Past, un des arcs qui a été les plus populaires dans les années 80. Et il faut savoir aussi que elle a fini par être capturée par le gouvernement et on va lui offrir la liberté en échange de services rendus. Et donc sa confrérie des mauvais mutants va devenir la Freedom Force, puisque ça va être un groupe qui va travailler pour le gouvernement à des fins un petit peu à la manière de Suicide Squad chez DC. Donc ce sont des mauvais qui vont servir le gouvernement plus ou moins contraints et forcés afin de regagner leur liberté. Donc c'est un personnage toujours trouble qui est vraiment je trouve passionnant. Moi j'aimais bien aussi la version des films de Bryan Singer. J'ai un peu moins été convaincu par la version des films plus récents, là où il y a une liaison qui se crée avec Charles Xavier, où elle est vraiment membre à part entière des X-Men. Mais cependant, ça reste un personnage vraiment passionnant. Moi, j'aime beaucoup ce perso et je trouve qu'en termes de maquillage dans les premiers films, ils ont fait un truc de ouf. Parce que à chaque fois, j'avais vu un reportage où en fait, il lui crée tout son, enfin, c'est pas un costume, mais il lui rajoute des trucs sur son corps et voilà, enfin, c'est trop bien fait en tout cas. Moi, j'avais kiffé. Et puis après, il y a tout le monde qui a déjà rêvé. Entre guillemets, j'ai déjà entendu des gars fans de Mystique en disant si c'est ta femme, bah t'as toutes les femmes du monde quoi en fait. Hein, tu vois, enfin bref, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai déjà entendu ça. Du coup, donc Mystique, elle a des caractéristiques moyennes pour un personnage qui coûte 3. C'est un commandant à 3. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, je trouve que les commandants à 3, c'est plutôt pas mal. La seule caractéristique au-dessus, entre guillemets, hein, mais on le retrouve sur d'autres personnages à 3, c'est qu'elle se déplace à elle. En termes donc de commandement, sa capacité permet de faire gagner un pouvoir à... Pardon, excusez-moi. Après qu'un personnage interagisse avec un jeton objectif extraction, et après la résolution de tous les effets, le personnage allié gagne un pouvoir. Donc ça va encourager son équipe à interagir avec les pions d'extraction. Et après, elle permet aussi de placer en fait un jeton sur les pions sécurisation. Alors là, je vais juste donner un petit aparté de règles parce que j'ai mis longtemps à comprendre comment marchait ça. Mais en gros, dans les sécurisations, il y a 2 types de sécurisation. Il y a les sécurisations où il va falloir rester à chaque tour à côté en fait de l'objectif pour pouvoir le revendiquer chaque tour et donc de le sécuriser chaque tour et de se faire les PV. Soit en fait il y a des sécurisations qui permettent de contrôler l'élément et si on le contrôle on n'est pas obligé de rester à côté. L'intérêt de Mystique, ça va être de mettre des objectifs sécurisation sans contrôle. Parce qu'elle, elle va permettre justement, et à elle et son équipe, de pouvoir mettre un pion contrôle de la même manière que si on pouvait laisser son pion contrôle et de se barrer. Donc ça, c'est excellent. Et je pense que stratégiquement, il y a beaucoup de coups à jouer, et notamment dans comment faire son roster de mission avec elle. En termes d'attaque, elle a 2 attaques, donc une attaque pistolet, qui sera une double attaque, hein, c'est un peu un Black Widow, entre guillemets. Donc elle met son attaque, elle gagne un pouvoir, et si derrière il y a un effet, elle remet une attaque derrière. Donc ça peut faire une attaque à 8 à distance 3. Donc c'est plutôt bien. Après, elle a espionnage à distance 2, 6D, 3 pouvoirs. Et avant d'infliger les dégâts, le personnage est étourdi. Et étourdi, on vous le dit, il ne peut pas gagner plus d'un point de pouvoir quand c'est son tour. Après, donc, on a experte en sabotage. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça coûte 3 pouvoirs, mais ça coûte une action. Ce qui est normal, parce qu'en fait, sinon, on pourrait one-shotter pas mal de gars si on lui fait une réserve de pouvoir. Donc, choisissez un élément de terrain de taille 3 ou moins et apportez 4 de ce personnage. Les personnages ennemis à apporter 1 de cet élément de terrain subissent 2. Donc là, en fait, ça peut être pas mal, parce que si, en fait, avec d'autres personnages, on leur met des dégâts, bah, cette attaque, elle permet de les finir, et
notamment s'il se trouve proche d'éléments de terrain. Donc si on est assez intelligent, sur les missions qu'on a choisies, on sait plus ou moins où vont être placés les pions, peu importe ce qu'on pioche, mais on sait plus ou moins où vont être placés les pions, et peut-être qu'on va, on va se dire, moi je vais prendre que des missions de sécurisation, et où les pions sont placés au milieu, et du coup quand je vais placer mes éléments de terrain, je vais faire en sorte qu'au milieu, il y ait toujours un élément de terrain, en fait, toujours des éléments de terrain, pour que quand l'adversaire va venir revendiquer, si j'ai mis des dégâts, avec Mystique, je pourrais faire péter ces éléments de terrain là pour pouvoir les achever en fait. Et moi je trouve que ce personnage il est plutôt pas mal pour ça, parce que si tu le joues avec Magneto, avec Todd et avec elle, il y a moyen que tu foutes un peu la merde avec ton adversaire entre déjà les éléments de terrain ça me fait chier, donc je vais faire attention. On peut m'attaquer avec les éléments de terrain, si je mets mes personnages les uns et les autres à côté avec les éléments de terrain, donc tu vas trop embrouiller ton adversaire. Soit il va essayer d'esquiver tout ça, mais dans ces cas-là tu vas pouvoir te parer avec tes objectif, soit il va faire en sorte de pas forcément penser à ça, mais toi quand tu vas faire tes combos, tu vas pouvoir lui faire mal de ouf. Donc moi, ce personnage, j'aime beaucoup. Arts martiaux. Lorsque le personnage se défend contre une attaque physique ou énergétique, à portée 2, ce personnage ajoute les résultats blancs. En gros, moins de portée 2, il n'y aura pas les blancs, plus de portée 2, il y aura à chaque fois les résultats blancs. Donc une meilleure défense que la moyenne. Métamorphose, donc ça j'ai trouvé ça sympa parce que ça a fait un peu référence à son pouvoir numéro 1. Pendant l'activation de ce personnage, les ennemis ne peuvent pas utiliser de super pouvoirs réactifs ou de cartes tactiques réactives. Donc en gros, comme je dis, elle est là pour finir des mecs. Parce que le mec, même s'il a une carte qui permet de soigner ou faire quelque chose, il pourra pas le faire. Donc ça c'est vraiment top. Et après, furtivité, il faut être à portée 3 pour cibler ce personnage. Elle ressemble un peu à Black Widow sur pas mal d'aspects. Qu'est-ce que tu en penses déjà par rapport à la carte de personnage? Alors moi j'aime beaucoup son côté espion saboteur, donc avec furtivité, avec expert en sabotage et même arts martiaux qui s'y prête bien. Je suis un peu déçu par le pouvoir métamorphose moi je visualise assez mal en quoi ce pouvoir transcrit sa capacité à prendre n'importe quelle apparence. J'aurais préféré quelque chose de plus peut-être un petit peu plus visuel, sur le fait qu'on ne puisse pas la prendre pour cible, ou sur le fait qu'on ne puisse pas ou qu'on puisse la confondre avec un ennemi, je sais pas. En tout cas, en fait, elle a déjà mais il fallait quand même avoir une capacité. On la prend pas par cible à portée 3. Imagine s'ils mettent ça à portée 2, le personnage est trop pété. Si tu peux pas le prendre pour cible à portée 2. Donc après, la compétence, elle était déjà existante, donc forcément ils n'allaient pas la renommer alors qu'elle existe déjà. Et après, sinon, pour l'autre truc, moi je trouve que justement, ça représente, c'est parce que Mystique elle s'est métamorphosée et tout, en gros, ils s'y attendent pas que ce soit Mystique, donc il est pas sur ses gardes à se dire vas-y, je lui envoie un truc réactif ou je vais me défendre d'un coup ou j'utilise une carte. Non, moi je trouve que je vois pas comment ils auraient pu faire mieux du fait que la compétence de Black Widow, elle avait déjà en fait le fait qu'on peut pas la cibler à portée 3. Et après, je me mets à la place des développeurs, te dire à portée 2, tu peux pas être ciblé, mais le personnage il est trop pété. Tu mets les jetons d'objectifs et tout, et tu te casses, le gars il peut quasiment plus rien faire. Donc ça aurait pu être lorsque ce personnage est à portée 2 d'un personnage ennemi, les autres personnages peuvent pas l'attaquer, genre je ne sais pas faire la différence entre telle ou telle cible, ou je ne sais pas. Mais bon, je chipote. Du coup, première carte, la tromperie. Et là, on a un magnifique gambit sur la carte, mais j'en avais déjà parlé sur la vidéo précédente. Choisissez un personnage ennemi à portée 4 de ce personnage. S'il n'y a pas d'autres personnages ennemis non hébétés à portée 2 du personnage choisi, vous pouvez avancer le personnage choisi de sa valeur de vitesse vers ce personnage. Donc là, on revient toujours au combo de voilà, pour la tirer vers toi, etc. Et en plus, c'est un truc gratos. Et ça, c'est rare, les trucs gratos dans le jeu. Après, on a le livre de la vérité. C'est uniquement pour la confrérie des mutants.
Lorsqu'un personnage allié de la confrérie des mutants attaque ou se défend, à la fin de l'étape de modification des dés d'attaque et avant de calculer les succès, il peut dépenser 2 pouvoirs pour jouer cette carte. Ce personnage relance tous ses dés d'attaque ou de défense, y compris les résultats crâne. En gros, ça peut être une carte de la dernière chance où si on est à la fin et qu'il y a moyen qu'il faut fracasser un mec absolument ou se défendre et tenir un objectif parce qu'on peut gagner la partie, ça peut être très utile. Moi, je trouve sympa et je trouve que le word art le dessin de la carte est vraiment joli. Alors, du coup, je propose qu'on passe à notre dernier personnage qui est Dents de Sabre. Tout à fait, Sabertooth, Dents de Sabre, qui est l'ennemi héréditaire de Wolverine, a commencé sa carrière, non pas contre Wolverine, mais c'est contre Iron Fist, puisqu'il est apparu dans Iron Fist numéro 14 en 1977, et qui était également scénarisé par Chris Claremont, et avec John Byrne au dessin. Donc, il a été créé comme au départ, il voulait en faire un ennemi récurrent pour Iron Fist, mais ils ont décidé de la même manière de l'introduire en 86 dans les X-Men, dans l'arc Mutant Massacre, le massacre mutant. Et lorsqu'ils ont introduit ce personnage chez les X-Men, donc il a affronté Wolverine qui souffre d'amnésie puisqu'il ne se souvient pas de ce passé. Et ce personnage semblait connaître Wolverine et semblait lui porter une animosité particulière. Et les auteurs ont gardé le mystère pendant très longtemps, où Dents de Sabre revenait régulièrement affronter Wolverine, alors que Wolverine ne comprenait pas lui-même la raison de l'animosité de ce gars. Et ça a été expliqué une première fois dans Weapon X, puisqu'on va apprendre que Sabertooth a participé au programme Arme X comme a été Wolverine, et qu'ils étaient en compétition. Et puis ça a été même développé par la suite dans Origins, donc qui racontait les origines de Wolverine, où on apprend que Victor Creed était un voisin de James Howlett, donc de Wolverine, qu'il a tué accidentellement son frère, donc Victor Creed a tué son propre frère, et son père s'est mis à le battre, à le mépriser, à l'enfermer dans la cave, et Victor Creed a développé une certaine jalousie vis-à-vis de son voisin, qui lui vivait une vie a priori qui semblait, au moins en apparence, beaucoup plus calme et sereine. Et donc à partir de là, ils ont développé cette compétitivité, cette animosité l'un pour l'autre. Et puis dans un autre arc, on va apprendre que au début du 19e siècle, Logan était marié à une squaw, à une amérindienne, que Dents de Sabre va massacrer. Et donc on va ponctuer ainsi toutes les rencontres entre Wolverine et Dents de Sabre par des éléments dramatiques qui fait qu'ils ont réciproquement développé une haine l'un de l'autre, et alors qu'ils ont des pouvoirs assez similaires, puisque Dents de Sabre bénéficie lui aussi d'un pouvoir, du facteur de guérison. Ils ont une animosité tous les deux, sauf que Wolverine arrive quand même de temps en temps à se contenir, ce qui n'est pas le cas de Dents de Sabre, qui est un vrai berserker, qui est vraiment une boule de rage dotée de griffes et de dents. Moi, j'aime beaucoup ce personnage dans le jeu. Après, je trouve que dans les films, c'est un peu l'abruti de service. Je tape fort, je m'énerve pour rien. Mais c'est un peu le cas aussi dans les comics. L'acteur, il est beau, quoi. Enfin, on peut pas dire le contraire.
Même, je le trouve carrément moins intéressant qu'un Thor, parce qu'on parlait de Thor la dernière fois, je trouvais que t'étais un peu dur avec lui en termes des films. Mais en tout cas, ouais, enfin, dans le film, je trouve qu'il est, il est là pour cogner, et puis c'est tout, il réfléchit pas. Dans le premier X-Men. Je pense que dans les bouquins, il est plus développé et il est un peu plus intéressant. Oui, parce qu'en dehors des combats où il agit comme une bête fauve, on l'a vu, il a eu une relation avec Mystique et donc il est quand même capable d'un véritable amour, enfin d'avoir réellement une véritable tendresse. Mais c'est vrai que sur le champ de bataille, c'est une bête fauve qui agit à l'instinct. Donc on va passer aux caractéristiques. Et ben on a notre tank de l'équipe et notre mec qui va aller vite sur les objectifs. Donc là c'est un personnage qui coûte 4. Pour un personnage qui coûte 4, il se déplace à L. Et c'est rare en général que tu aies des brutes qui se déplacent à L. Donc ça c'est plutôt positif pour lui. Ce qui est moins positif, on va dire, c'est qu'il a des stats moyennes 3-3-3 et en général il y a une stat qui est à 4 dans d'autres personnages à ce coup-là. Du coup, 6 points de vie d'un côté, 6 points de vie de l'autre, ce qui est bien et qui le met dans la moyenne haute des points de vie pour 4 de personnages. Il a 2 attaques, une attaque à portée 2. Donc, mais bon, comme il se déplace vite, il y a moyen qu'il arrive à porter 2 rapidement. Cette attaque, elle fait 5 dés et il gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Et en plus, s'il a un effet, il cumule 2 effets, justement. Saignement, donc qui enlèvera 1 point de vie de l'activation du personnage. Et perforant, remplacer un des dés critiques, effet ou défense du personnage défenseur. Donc autant dire que quoi qu'il arrive, possibilité de mettre au moins un dégât à chaque fois. Prédateur sauvage, cette attaque elle était excellente, un peu chère à mon goût parce qu'elle coûte 4. Inconvénient portée 2 toujours, donc lui il faut vraiment qu'il soit au cac. Si tu as un effet et une touche, tu le fais, en sachant qu'à 7D, il y a de fortes chances d'avoir un effet et une touche. Combien c'est d'effets à 7D ? À 7D, tu as 61% de chance d'avoir un effet. Voilà. Et les touches, comme il y en a 2 de touches, tu as encore plus de pourcent de chance d'avoir une touche. Donc autant dire qu'un effet et une touche, ça, on va dire à 61% de pouvoir le faire à chaque fois. Donc c'est plutôt élevé, je trouve. Et donc c'est coup de grâce. Après la résolution de cette attaque, ce personnage peut effectuer une attaque coup de griffe. Donc on enchaîne 2 attaques. Et il peut relancer n'importe quel nombre de CD d'attaque pendant cette attaque. Autant dire, il est là pour faire mal et aller prendre les objectifs et après Todd les récupérer et se casser. Aucune pitié. Lors de la prochaine attaque effectuée par ce personnage, ajoutez un dé à son jet d'attaque pour chaque blessure que la cible a sur un maximum de 3. Donc lui, c'est pratique si on veut finir une cible. Après 3, je trouve ça un peu cher. Mais sachant que c'est pas une action, ça peut être utile. Force sauvage. Après la résolution d'une attaque contre ce personnage, on peut se dépenser 2 pour pouvoir se déplacer à distance de réglette de 2 vers l'attaquant. Donc ça, c'est pas mal parce que ça nous permet de se rapprocher vite et donc on va dire que les distances de 2, si tu te déplaces en dehors de ton tour, ça te fait gagner du chemin pour pouvoir faire tes attaques après. Agressif, après la résolution d'une attaque ciblant ce personnage, si ce personnage a subi des dégâts, il peut avancer d'une distance S. Donc voilà, le but c'est il se prend des dégâts, il va à distance S, il se redéplace avec 2 pouvoirs, etc., etc. Donc le but c'est le tank, enfin voilà, il est là pour tanker. Et franchement, il a des bonnes stats. Enfin, moi je trouve que c'est un bon personnage à avoir dans l'équipe. Et sa dernière capacité qui est facteur de guérison 1, moins bien que Wolverine, mais en même temps, son pouvoir il est moins développé que Wolverine à la base, mais qui lui fera récupérer 1 point de vie par tour, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, on passe aux cartes du personnage. On peut parler aussi vite fait des 2 figurines, donc de Mystique et de Dents de Sabre. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Mystique est assez classique, mais on peut. J'ai vu que certains peintres s'étaient amusés à peindre à moitié en format mystique et l'autre moitié en format transformé. Humain, donc ça peut être assez rigolo. Et pour ce qui est de Dents de Sabre, moi j'aime beaucoup sa figurine. Je la trouve assez à la fois très fidèle à son costume classique.
et on sent quand même bien la rage du personnage. Donc, moi, je trouve que la figurine, elle est jolie. Par contre, j'aime pas trop la position qu'ils lui ont donnée. Et puis Mystique, je suis un peu déçu de la figurine de Mystique. Elle est classique, sa pose est assez classique. Hein. Ouais, elle aurait pu être plus jolie, je pense. Alors, par rapport à Weapon X Program, donc ça, on en avait parlé sur Wolverine, mais comme les deux peuvent l'utiliser, ils peuvent dépenser 3 pour jouer cette carte. Ce personnage peut être lancé d'une distance S, il ne subit pas les dégâts s'il entre en collision avec un autre personnage ou un élément de terrain. Bah, ça peut toujours être utile, hein. Franchement, ça peut achever un gars ou le rapprocher encore plus pour qu'après il puisse taper, donc c'est plutôt bien. Une pierre deux coups, j'en parle pas, c'est une carte alternative comme on a dit la dernière fois. Et après, guérison exceptionnelle, donc lorsqu'un personnage allié avec le super pouvoir facteur de guérison doit subir des dégâts d'un effet ennemi, il peut dépenser 3 pour jouer cette carte, réutiliser le nombre de dégâts subis de 1. Donc là, on avait dit qu'il y avait une erreur, c'est le nombre de dégâts à 1. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça nous emmène à la fin des figurines existantes de cette faction. Et donc du coup, on peut parler un peu de la composition du roster. Donc là, en fait, si on prend tous les personnages qui existent déjà là, ça nous fait 6 et 4, 10 et 2 et 3, 15. Donc on a déjà une bonne composition de 15 figurines, enfin à 15 points, et qui fait 4 figurines. Moi, je trouve que si on joue Mystique, il y a moyen d'avoir un socle à 9 points, donc c'est-à-dire dents de sabre plus crapaud, ça fait 6 points. Plus les 3 points de Mystique, on est à 9. Et si on joue des scénars à 15, on peut reprendre 2 autres figurines qui font 3 pouvoirs. Et notamment, je vais donner l'exemple de Valkyrie et Baron Zemo, et ça peut être très bien une super bonne composition à 15. Donc moi, je trouve que cette confrérie des mutants nous offre quelque chose de plutôt pas mal, avec à la fois des mecs qui tankent bien, et à la fois des gars qui prennent les objectifs et qui se cassent. Donc moi, j'aime bien. Après, je sais pas si... Enfin, ouais, en même temps, Magneto, il coûte cher, mais il est vraiment utile. Et à voir les prochains confréries des mutants, combien ils coûtent. Si on a beaucoup de gars qui coûtent 3 dans ces factions, voire 2, finalement, Magneto ne sera pas vraiment un problème. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce propos ? Non, tout est clair là-dessus. C'est vrai que pour l'instant, on n'a que 4 personnages, donc ça fait pas une grande variété de combinaisons possibles, mais effectivement, dès qu'on aura un peu plus de membres affiliés à cette équipe, on pourra s'amuser à faire des choses un peu plus variées. Donc du coup, ce qui nous emmène à les sorties prochaines. Donc je propose de faire les sorties annoncées. Donc là, en fait, on a vu que sur les cartes, il y avait déjà des figurines de désignés, et notamment on a Juggernaut, Scarlet Witch et Quicksilver. Bon, ça, on le sait depuis un petit moment. Oui. J'ai hâte de voir ce que Juggernaut va donner. J'espère qu'il sera pas trop cher à jouer, parce que je kiffe ce personnage. Et en tout cas, même rien que la figurine, je pense qu'elle va déchirer. Enfin, je trouve qu'il a du charisme, ce perso, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et moi, je serais déçu s'ils en faisaient un personnage de moins de 5 points de menace. Tellement moi, c'est une menace principale dans les comics. Donc pour toi, tu serais plus... ouais. Mais bon, après, s'il coûte trop cher, ça va être chiant pour le sortir. Donc on verra. Scarlet Witch, je l'attends avec impatience. En plus, avec la hype de WandaVision, la série qui est sortie, là, qui vient de se terminer, ça m'a donné grave envie de voir qu'est-ce qu'elle va donner. À mon avis, elle va coûter cher. Parce que vu comment elle est puissante de ouf, tout dépend de quel... parce que dans les comics, au départ, c'était pas un personnage si puissant que ça. Et en fait, c'est progressivement, le personnage a pris de l'importance jusque dans les années 90 où vraiment là c'était un personnage majeur, et effectivement dans les années 2000 avec l'arc House of M, où on voit que c'est un personnage qui est capable de modifier la réalité totale, donc effectivement ça peut être un personnage très très puissant, voire ou au contraire repartir aux origines du personnage
avec un personnage beaucoup moins important. On verra. Moi, j'espère qu'il sera puissant. Et sinon, Quicksilver, je pense que lui, ils vont le faire il va être un bon complément à Todd, en fait. Donc, je pense que si lui, il se déplace pas à elle, c'est que là, il y a un problème. Il va se déplacer bien plus que elle, à mon avis. Du coup, je te laisse présenter un peu tes attentes. Moi, c'est vrai que j'attends beaucoup de voir le reste de la confrérie de Mystique, hein, donc avec Avalanche, Pyro. Ça peut être assez sympa d'avoir un personnage qui manipule le feu. Et puis le colosse, le blob, hein, qu'on a vu sur la carte tactique, qui permettrait d'avoir vraiment l'équipe, et évidemment Destinée. Je me demande si Destinée ils vont la faire, mais en tout cas avec son pouvoir de précognition, ça peut être, on peut avoir des règles un petit peu rigolotes. Donc ça, je les attends de pied ferme. Gambit pourra être éventuellement affilié à la confrérie des mutants, même si il n'a pas fait partie de la confrérie des mutants, mais il a fait partie des Maraudeurs, qui était une équipe dirigée par Magneto également. Donc on peut tout à fait imaginer qu'il soit affilié à la confrérie. Voilà. Et puis peut-être, mais je ne sais pas si ça sera une autre affiliation, le Club des damnés, le Hellfire Club. Bon, c'est des ennemis des X-Men. Est-ce qu'ils feront partie d'une affiliation spécifique, ou est-ce qu'ils pourront être rassemblés avec la confrérie? Je ne sais pas, mais j'aimerais beaucoup voir le Club des damnés avec la Reine Blanche, avec le Roi Noir, qui étaient des ennemis qui ont particulièrement eu de l'importance dans l'arc Dark Phoenix. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir aussi. Eh ben, ce sera la surprise, et le temps nous le dira. En tout cas, les barbus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on finit donc sur ces belles paroles, et on vous dit à très bientôt, les barbus. Ciao.